En fait, on est peu de choses sur cette terre, on passe très vite et je me dis, vivons-la à fond, quoi. On est tous plus ou moins d'accord d'échanger le bien le plus précieux contre de l'argent. Mais moi, c'était vraiment cette idée, tu ne peux pas être seulement artiste. Ton style, tu le définirais comment? Je pense que dans mes tableaux, il y a toujours une continuité, ça déborde toujours du cadre. Mais à un moment, j'ai l'impression que j'y suis et là, je sais ce qu'il faut comme mouvement. Et là, il y a un truc qui se passe, que chaque tableau a sa propre vie. Les réactions des personnes à mes tableaux, ça leur apporte vraiment quelque chose. Il y a un voyage récemment que tu as fait ou une rencontre qui a marqué ces dernières semaines? C'est la Thaïlande pour moi, c'est vraiment ces couchers de soleil avec toutes ces harmonies de couleurs incroyables. Et donc à un moment je me suis dit, allez stop, maintenant tu fais d'abord ce qui est le plus important et tout le reste tu le fais après. – 8h-9h, l'interview culture sur Muséart. Eh bien, salut Ania. Salut Jason. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée de l'interview culture de Muséart. Je suis ravi, honoré d'être là, dans ton atelier. Pour ne rien cacher aux auditeurs, aux téléspectateurs, on s'était rencontrés une première fois dans une exposition à Paris. Et la première question que j'aurais envie de te poser, mais qui est cet artiste avec un univers hors du commun? Comment est-ce que toi, tu te présenterais à nos auditeurs? Ah, waouh. Déjà, je suis vraiment heureuse d'être la première artiste avec qui tu fais une interview. Hein. Merci beaucoup, Jason. Et alors, comment je me présenterais? Je pense que je dirais que je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Il m'est arrivé pas mal de choses pas drôles dans ma vie, mais je suis certaine qu'on peut toujours en tirer quelque chose de positif pour soi. Et en fait, je pense que mes tableaux le reflètent. En tout cas, on me le dit souvent. Moi, j'ai envie que dans mes tableaux, tu sens à la fois qu'il y a une énergie vitale, que ça donne de l'énergie à travers les couleurs, le mouvement, et en même temps qu'il y a quelque chose de serein, apaisant et qu'il y a un équilibre. Donc, pour répondre à la question « Qui suis-je ?» Je pense qu'avant tout, je suis quelqu'un qui aime la vie avec tout ce que ça comporte, même parfois d'horrible, de terrible, mais je crois que j'aime fondamentalement la vie et c'est ça qui compte pour moi. Et j'aime les gens en général, c'est très rare que j'aime pas quelqu'un. Ok, super. Tu es donc également d'origine allemande, si je ne me trompe. Issu de parents eux-mêmes artistes ou complètement autodidactes? Comment tu en es arrivé à devenir justement artiste? Je suis née à Hambourg, dans une famille complètement dysfonctionnelle. Mais c'est comme ça. J'ai appris plein de choses à partir de là. Et mon père, qui était très perturbé, mais il était en même temps artiste. Et ça m'a marqué aussi. Ouais, c'est vrai. Il faisait également de la peinture ou totalement autre chose par rapport à ce que... Il faisait de la peinture, il construisait aussi des meubles et c'est vrai que j'ai eu la chance, malgré cet univers qui était quand même très toxique, mais j'ai quand même eu la chance de toujours baigner aussi dans cet univers artistique. Donc dès petit, j'avais mes crayons, j'ai fait mes tableaux de princesses, des monstres, de mon monde à moi. Donc ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé aussi. Et tu savais déjà que tu allais être dans l'univers de l'abstrait, de la couleur ou au début justement c'était assez sombre et ça s'est éclairci avec le temps, ça s'est coloré avec le temps? En fait, déjà dans mon enfance, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas encore, on n'avait même pas de télé d'ailleurs, et j'en suis très reconnaissante. On écoutait des cassettes audio.
Et je sais que je me mettais à fond dans les histoires. C'était par exemple des contes de fées, je le vivais, je le voyais, j'avais une imagination vraiment très puissante. Et je crois que ça, c'était quelque chose de très chouette parce que dès jeune, en fait, j'ai développé un peu cette imagination. Et ensuite, au fur et à mesure, j'aimais vraiment beaucoup les artistes expressionniste et j'étais très attirée par Van Gogh, Egon Schiele, toute cette veine-là, et j'ai fait beaucoup de portraits. J'ai vraiment commencé d'une manière très figurative. Aussi, après, plus tard, quand je suis entrée à l'école des Beaux-Arts, je faisais beaucoup de peinture d'après modèle vivante. Et plus tard, en fait, ce que j'ai vraiment, un artiste que j'aime toujours, c'est Bonnard, pour les harmonies de couleurs, la richesse des couleurs, et Jackson Pollock pour son côté extrêmement libre. La liberté, justement, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on ressent quand on est devant certaines de tes œuvres. Le côté, voilà, ça déborde de couleurs, ça a besoin de s'exprimer. Est-ce que justement, quand tu es en train de créer un tableau, en fait, tu as déjà l'émotion que tu as envie de procurer à la personne qui va le voir, en disant, bah tiens, j'ai envie qu'à ce moment-là, cette personne-là ressente l'amour, ou est-ce qu'à ce moment-là, j'ai envie qu'elle ressente peut-être un peu plus de tristesse ou de mélancolie, ou est-ce que vraiment, quand tu commences à peindre, tu te laisses aller, tu te laisses guider à ton inspiration? Waouh, là c'est tellement riche tout ce que tu as dit en quelques phrases. J'essaie de bien rebondir. Alors déjà, tu as parlé de liberté. Donc ça, c'est vraiment le sujet, je pense, pour moi, dans ma vie et dans ma peinture. Et par exemple, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « À nous la liberté », qui a été coécrit par Mathieu Ricard, Alexandre Jolien. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est super important parce que la liberté, ça commence dans la tête, en fait, tu vois. Et je travaille beaucoup là-dessus. Et en peinture, c'est pareil. Pour moi, c'est extrêmement important que tu as toujours, en fait, je pense que dans mes tableaux, il y a toujours une continuité, ça déborde toujours du cadre, tu vois. Et par rapport au processus créatif, ce que tu viens d'évoquer, en fait, j'essaye de pas trop m'enfermer, de pas me dire en fait d'avance je veux procurer une telle émotion. Non, en fait souvent ça commence par des harmonies de couleurs, comme par exemple le tableau qui est là-bas, que je pourrais peut-être montrer aussi, ou qu'on pourra montrer tout à l'heure, qui est plus sombre, qui est vraiment inspiré de l'univers, des différentes planètes. Et en même temps, on peut imaginer aussi un paysage sous l'eau. Là, je savais que j'avais vraiment envie d'aller du sombre vers la lumière. Mais je ne me suis pas dit d'avance, j'ai envie de procurer une telle ou telle émotion. En fait, ce qui est justement passionnant pour moi, c'est que de fur et à mesure, c'est comme si j'entrais de plus en plus dans un tableau. Tu sais, comme cette fameuse histoire que j'ai adorée quand j'étais enfant, je crois que c'était Mary Poppins, non? En fait, quand ils étaient dans la rue, ils ont vu quelqu'un qui faisait de la peinture par terre. Et à un moment, ils ont pu rentrer dans le tableau. Et moi, c'est ça, en fait, le processus créatif. Parfois même, je mets des semaines, des mois, et je deviens désespérée parce que j'ai l'impression que je suis toujours pas tout à fait entrée dedans. Mais à un moment, j'ai l'impression que j'y suis. Et là, je sais ce qu'il faut comme harmonie de couleurs. Je sais ce qu'il faut comme mouvement. Et là, en fait, ça y est, il y a un truc qui se passe, tu vois. C'est toujours comme une sorte d'équilibre fragile, un peu comme dans ces fameuses sculptures de Giacometti, dans la dernière expo de Rothko, on le voyait. En fait, tu as l'impression qu'il y a une stabilité, il y a une sacrée force, et en même temps, ça peut à chaque moment basculer.
C'est ça que je trouve fascinant, quand tu as ça dans un tableau, parce que pour moi, c'est ça l'essence de la vie même. On ne sait pas ce qui va nous arriver en sortant de cet atelier. Bon, espérons rien de grave, mais dans le fond, on ne sait pas. D'accord, ouais, c'est finalement un petit peu comme cette liberté qui peut basculer à tout moment. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que la liberté est quelque chose d'acquis, alors que finalement c'est un peu un combat de tous les jours. Et donc tu dirais qu'un tableau, en fait, c'est un peu un univers, un tableau finalement. Je dirais, oui, pour moi c'est vrai, c'est joliment décrit d'ailleurs. J'ai l'impression que quand on voit par exemple ici tous ces différents tableaux, c'est des univers en effet très différents. Là on est dans une sorte de galaxie ou dans un paysage sous-marin. Derrière toi, c'est la Thaïlande pour moi. C'est vraiment ces couchers de soleil avec toutes ces harmonies de couleurs incroyables, toujours la mer et en même temps toute cette végétation un peu folle par moment, tu vois. Et donc en fait, oui, et là par exemple, là dans ce tableau très apaisé, on est à fond dans les roses, dans les fougères, dans quelque chose de très, très chaleureux et apaisant. Et oui, c'est ça qui m'intéresse en fait, en effet, que chaque tableau a sa propre vie. Et parfois, c'est vraiment fascinant quand je vois quelqu'un entrer dans mon atelier, ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'en quelque sorte, la personne a trouvé comme son âme sœur. Il fallait qu'elle prenne ce tableau. Tu sais, c'était comme une évidence, quoi. Et ça, c'est génial quand ça arrive. Je crois qu'on a tous quelque part, moi aussi sûrement, notre tableau âme sœur ou âme frère qui nous attend quelque part en fait. Ça t'est déjà arrivé que un visiteur s'arrête devant un tableau et par exemple soit n'ait pas les mots, soit reste devant de longues minutes, d'avoir quelqu'un qui vienne te voir et te dise ah oui, cette œuvre-là en particulier, elle résonne en moi. Ouais, j'ai eu ça plein de fois. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est extrêmement touchant pour moi. C'est comme une sorte, tu vois, une forme de communication qui dépasse le mot. On a l'impression même que la personne qui regarde le tableau est vraiment en train de communiquer avec. J'ai eu ça récemment, ça m'a beaucoup touchée quand il y a le mari d'une ancienne collègue à moi m'a dit que ton tableau, c'était aussi un tableau relativement sombre, tu vois. Et il m'a dit, tu sais, je peux même pas vraiment te dire, mais ça m'évoque tellement de choses. Ça m'évoque mon enfance, ça m'évoque mon combat, ça évoque cette envie que j'ai toujours eue de m'en sortir et ça me procure beaucoup d'émotions. Et c'était chouette parce que je me suis dit, waouh, ça résonne en moi parce que c'est exactement un peu cette démarche de résilience que j'ai et que j'avais vraiment à fond aussi quand j'avais fait ce tableau, tu vois. Même une fois, une personne, et ça peut paraître complètement étrange de le dire, mais une personne non-voyante, tu vois, qui est venue à une de mes expos et qui m'a dit je sais pas, je sens beaucoup accompagnée de sa sœur, m'a dit je sens beaucoup de bonnes vibrations quoi, par rapport aussi à ce que j'entends, les commentaires des autres personnes, et même elle me dit qu'elle percevait des ondes par rapport aux couleurs, tu vois, et elle m'a demandé du coup de lui décrire un tableau et j'ai essayé le mieux que je pouvais, mais c'est fascinant, tu vois, que même des personnes, entre guillemets, non-voyantes, peuvent ressentir vraiment des choses par rapport au tableau aussi. Tu parlais tout à l'heure de certains rituels que tu avais, t'évoquais notamment la méditation. Est-ce que avant de commencer à créer une œuvre, justement, t'as une routine qui t'est propre? J'essaye en effet de faire un petit exercice de tai chi, de méditation pour vraiment
être pleinement présente et de laisser de côté tout ce qui a pu peut-être un peu, je sais pas moi, m'agacer dans la journée. Pour moi, c'est vraiment mon atelier en quelque sorte, c'est sacré, tu vois. J'essaye de laisser un peu tout ce quotidien parfois, ce qui peut me tracasser dehors en fait, en fermant la porte et de rentrant vraiment dans mon monde à moi en fait. Et d'autres rituels, je crois que c'est peut-être plus une hygiène globale de vie, tu vois. En fait, j'essaie vraiment de cultiver cette reconnaissance, de me dire « Waouh, je suis là, je suis vivante, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Je vais essayer vraiment à fond de ne pas me polluer l'esprit avec tous, on vit dans un monde où on peut tellement se polluer l'esprit si on n'est pas un peu attentif, tu vois. Rien qu'en regardant la télé, moi je juge personne, mais j'ai jamais compris comment il y a des personnes qui peuvent comme ça regarder tout le temps les infos. C'est une sorte de pollution mentale pour moi, tu vois. Ou même regarder des images d'horreur, des images très négatives, tout ça, ça joue sur nous. S'entourer avec des personnes toujours bien négatives, tu vois. En fait, il y a tellement de manières à se polluer l'esprit. Et j'essaie un maximum de ne pas le faire, en fait. Ou de toujours, en fait, cultiver en moi cette profonde reconnaissance d'être en vie, quoi. Parce que la vie passe tellement vite. En fait, on est peu de choses sur cette terre, on passe très vite. Et je me dis, vivons-la à fond, quoi. Et faisons en sorte qu'elle soit le plus heureuse possible et qu'on puisse le plus donner de positif aux autres possible, quoi, tu vois. Donc on pourrait dire que pour toi, il y a deux valeurs qui sont très fortes, la liberté, mais aussi le fait d'à ton tour redonner aussi une part de cette liberté au travers justement tes créations qui sont très vivantes finalement. Quand on voit chacune de tes œuvres, bah, je le disais tout à l'heure, ça respire le mouvement. Il y a cette notion de couleur qui est très importante pour toi, cette combinaison de couleurs qui à chaque fois doit représenter une période, un univers. On sent qu'il y a aussi un besoin d'en permanence redonner une partie de cette énergie que tu captes au travers les rencontres que tu nous as évoquées, les voyages que tu fais. Il y a un voyage récemment que tu as fait ou une rencontre qui a marqué ces dernières semaines, ces derniers mois? Oui, je suis partie donc en Thaïlande la première fois de ma vie et franchement, c'était une très très belle expérience puisque bon, tu me parlais de liberté, oui, c'est sûr que là-bas en fait, ce que je trouve très chouette, c'est que tu arrives là et tout est simple en fait. Tu prends le bateau, tu vas d'une île à une autre très très facilement et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai eu la chance de faire un stage de yoga sur la petite île Koh Yao Noi. Et c'était durant une semaine et le matin, on se levait à 6 heures du matin, on faisait du tai chi en bord de la plage. Grâce à ça, je me suis levée tôt et j'ai fait des levées de soleil extraordinaires et ça m'a beaucoup nourrie et c'était chouette de pouvoir associer ce voyage, découvrir un tout autre pays et en même temps avec toute cette découverte intérieure parce que j'ai eu des profs de yoga incroyables, tu vois, notamment des femmes assez maternelle, très chaleureuse, qui ont une très belle pratique de yoga tout en douceur. Et ça m'a vraiment beaucoup nourrie de l'intérieur, tu vois. Et je pense que ça se ressent peut-être dans ce grand tableau que je suis en train de faire là sur la Thaïlande. Et puis l'autre tableau que j'ai fait qui est là-haut,
qu'on pourra peut-être montrer aussi un peu, qui est inspiré justement de ces levées et couchers de soleil incroyables là-bas, tu vois. Et donc, tu as fait quels endroits en Thaïlande? J'ai atterri à Phuket, où je suis restée quelques jours, et je suis allée à Koh Yao Yai, vraiment une île paradisiaque, j'y retournerai bien. Et ensuite à Koh Yao Noi, où j'ai fait donc cette retraite yoga pendant une semaine. Et à la fin, j'ai terminé par Koh Lanta. Tu disais tout à l'heure que tu as quitté ton job dans l'éducation nationale. Tu faisais quoi avant de te lancer en tant qu'artiste professionnel? Alors en fait, j'ai toujours, si tu veux, comme j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris, en parallèle, j'ai fait un doctorat de lettres à la Sorbonne. J'ai toujours exposé, vendu mes tableaux, mais j'ai toujours eu cette conviction, cette certitude limitante dans ma tête, comme nous en avons tous plein malheureusement. Hein. Mais moi, c'était vraiment cette idée, tu ne peux pas être seulement artiste. C'est pas quelque chose dont on peut vivre. Et j'ai mis, du coup, comme j'avais toujours malheureusement ça dans ma tête, malgré toutes les expos, malgré tous les collectionneurs qui m'achetaient déjà il y a 20 ans, 25 ans. Mais alors, j'ai fait, du coup, je me suis dit, il faut que tu fasses un boulot à côté. J'ai enseigné à la fac, j'ai enseigné et en même temps, j'ai passé tous les concours à l'éducation nationale. J'ai passé le CAPES, l'agrégation d'allemand. Et donc, j'enseignais allemand et en même temps, j'animais des ateliers d'art plastique. Et j'ai aussi enseigné le français, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, voilà. J'ai toujours adoré enseigner d'ailleurs. J'ai gardé de très bons contacts avec plusieurs de mes élèves qui me demandent toujours des conseils maintenant. Ah madame, comment je peux faire pour vivre encore mieux de mon art et j'aime bien ça. Tu as commencé à peindre, mais c'était pas ton activité principale. Et à quel moment tu t'es dit c'est bon, là je franchis le pas? Est-ce que ça a été suite à un événement? Est-ce que ça a été suite à un objectif, à partir de tel âge, c'est décidé, je fais ça, ou est-ce que c'était vraiment un petit peu comme les voyages que tu fais à l'aventure, parce que je sens que là c'est le moment, sinon je ne le ferai pas, si je le fais pas maintenant. Comment ça s'est décidé cette transition de passer d'artiste amateur à artiste professionnel? Je crois qu'au fond de moi, je me suis jamais considérée entre guillemets comme amateur parce que c'était trop sérieux pour moi, tu vois. J'ai fait l'école des Beaux-Arts, j'ai toujours peint, ça a toujours pris une grande place dans ma vie en fait, si tu veux. Tous mes week-ends, je passais à peindre. Bref, mais à un moment, lors du Covid, je dois avouer que moi, j'ai super bien vécu le Covid en fait. Bon, à part bien sûr, j'étais inquiète pour tout ce qui se passait autour de moi, mais moi-même, tout en coup, le fait d'avoir autant de temps à disposition, d'avoir bien sûr des cours qu'on faisait par visio, tout ça, mais quand même, tout en coup, tu avais beaucoup de temps à disposition. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est génial, quoi, d'avoir tout ce temps pour soi, pour créer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh là là, j'adorerais vraiment en vivre pleinement. Et j'ai commencé en fait à prendre aussi des cours de marketing artistique, de communication. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, de travail sur moi pour travailler sur toutes ces certitudes limitantes et que j'ai réussi pas trop mal à dégager là. Sinon. Mais à un moment, j'ai trouvé ça quand même aberrant à quel point on est tous plus ou moins d'accord d'échanger le bien le plus précieux contre de l'argent. Notre temps contre de l'argent, c'est quand même un sacré échange qu'on fait, tu vois. Et je me suis dit, à un moment, c'est pas possible quand tu es tellement passionné par quelque chose, tu es tellement animé de l'intérieur, à un moment, c'est plus possible pour toi de te dire, je fais tout le temps autre chose. Et la chose la plus importante, je le fais après. Non, à un moment, juste tu te dis, la chose la plus importante, je la fais maintenant. Et le reste, ok, je le fais après. Et j'avais vraiment l'impression dans ma vie, il fallait que j'inverse ça, même si j'aime le contact avec les élèves, j'aimais mes collègues, j'étais super bien là où j'étais, tu vois. Mais je me suis dit, non, moi je suis tellement animée par ce désir de créer, j'ai l'impression que
j'ai aussi tellement à donner parce que quand je vois les réactions des personnes à mes tableaux, ça leur apporte vraiment quelque chose. C'est génial, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de plus génial que de faire un truc que tu aimes à fond, qui t'anime et tu sens que ça apporte quelque chose aux autres. Et donc, à un moment, je me suis dit, allez, stop. Maintenant, tu fais d'abord ce qui est le plus important et tout le reste, tu le fais après. C'était un peu... À aucun moment t'as douté, tu t'es dit j'y arriverai quoi qu'il arrive? Oh, j'ai tout le temps douté. Moi, dans ma vie, en fait, j'ai toujours eu beaucoup peur. J'ai toujours douté de plein de choses. Toujours, en fait, si tu veux. D'autant plus que, bon, dans mon enfance, j'ai pas eu des très bonnes bases, quoi. Tu vois, j'étais complètement angoissée vu tout ce que je vivais. Mais j'ai toujours eu en moi, et ça c'est vraiment génial, et je suis très reconnaissante pour ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu en moi ce désir qui m'animait. Je savais quand vraiment je voulais faire un truc, il fallait que je le fasse quand même. Et même si j'avais super peur, il faut le faire quand même. C'est comme Nelson Mandela qui dit en fait, le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais en fait, c'est de le faire quand même. Et moi, bien sûr, par moments, j'ai toujours peur. Je me dis, oh là là, et si j'arrive pas à vendre, et si j'arrive tout en coup plus à comment je vais faire. Et en fait, je suis super contente maintenant d'être arrivée à un stade où je ressens beaucoup plus de sérénité intérieure. Je me dis, non, hors de question que ça m'empêche de créer. Je sais que je peux avoir confiance dans la vie, vu où je suis maintenant. Et je veux pas que ma vie soit régie par la peur. Moi, je veux que ma vie soit régie par l'amour. Et c'est ça vraiment qui est important pour moi, quoi. Et pourquoi la peinture abstraite? Pourquoi ce style de peinture en particulier? Ça a toujours été de l'abstrait ou au contraire, tu as essayé dans un premier temps des portraits, des natures mortes, etc. Ah bah tiens, je vais montrer un peu aussi à tous nos spectateurs ce que j'ai fait avant, parce que c'est vrai que c'était complètement différent, donc c'était pas du tout de l'abstrait. Moi, je voulais vraiment apprendre la peinture à ses bases, et en fait, j'ai commencé, tu vois, par la peinture d'après modèle vivante. Donc, voilà, donc les corps, vraiment la lumière aussi, les couleurs sur la peau. Donc, ça m'a toujours fascinée, en fait, ces harmonies de couleurs. Et puis, à un moment, j'avais une période donc beaucoup plus sombre, et j'avais fait beaucoup de linogravure. À l'école de Beaux-Arts, on avait la chance d'avoir en fait beaucoup de techniques à disposition, de matériaux aussi. Donc, tu vois, par exemple, là, c'est assez différent, quoi. Je ne sais pas si je t'ai déjà montré. Donc, tu vois, toute autre approche. Hein. D'accord, ouais, ne pas hésiter en fait à explorer pour trouver son style, hein, parce que souvent c'est aussi l'une des questions qui est les plus prenantes pour les peut-être même aussi tes élèves, de se dire mais j'ai peut-être pas trouvé mon univers, j'ai peut-être pas trouvé mon style, j'ai peut-être pas trouvé mon type d'art. Peut-être leur dire aussi que ça vient en fait avec le temps finalement. Oui, c'est très juste ce que tu dis, surtout quand on vit dans un monde où j'ai l'impression que tout le monde veut toujours tout très vite. Sur Amazon, bam, un clic, tu peux avoir en quelques heures déjà ton produit. Et je crois que c'est extrêmement important de se laisser le temps et d'avoir confiance dans le processus. Et quand on fait vraiment les choses en profondeur, avec le cœur, à un moment, on trouve ce fameux style. Je me rappelle quand je donnais des cours au lycée, mon atelier d'art plastique, j'étais toujours frappée par le fait que mes élèves étaient là. Bon, pas tous, hein, mais après 1 heure, voilà, ça y est, c'est terminé. Je dis, mais comment ça, c'est terminé? Tu n'as pas déjà terminé ce tableau? Regarde, il y a plein de choses encore à explorer, tu vois. Et je pense que ça, entre guillemets, le style ou la marque personnelle, ça vient avec
le temps, la profondeur, toujours le travail, tu retravailles, tu retravailles, tu retravailles. Et à un moment, ça vient tout seul, tu te poses même pas la question. Ton style, tu le définirais comment, le style d'Ania? Waouh, difficile cette question. Hein. J'ai envie de te demander comment toi tu le définis. Bien joué. C'est plus facile quand Bien on est joué. spectateur, non? Je peux Oui, te oui, demander ça? Bah, Fred, avant de oui. répondre. Moi, j'ai toujours été. Enfin, la première impression que j'ai eue quand je suis rentré dans cette exposition qui était dans une galerie, dans une galerie dans un vieux bâtiment parisien, par les couleurs, par la taille aussi des toiles que tu exposais, Ouais. parce que ça transcendait vraiment le lieu. Il y avait vraiment déjà, alors ton exposition était située dans un couloir, donc dans un lieu de passage vivant par nature, où il y a du mouvement, et on sentait bien à travers les projections de couleurs, les lumières qui se reflétaient dans les fenêtres, qu'il y avait quelque chose qui faisait ressortir toutes ces couleurs qui sont assez vives hein, pour la plupart. C'est vrai que ça tranchait net avec le lieu qui était qui peut aussi par moments être un petit peu froid. Ah, bah écoute, j'aime beaucoup cette définition. Hein. Je dirais oui, en effet, explosion colorée, chaleur, amour, contraste. Et c'est vrai, ce côté à la fois abstrait, mais il y a aussi du végétal. Donc, c'est pas non plus complètement abstrait, comme une abstraction, ouais, comme les artistes de l'abstraction lyrique. Hein. Donc, la nature, elle occupe une place aussi dans chacune de tes œuvres. Je me souviens que cette exposition, le symbole, c'était une feuille de... Ouais, la fougère. La fougère, ici, ouais. Tu vois, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une de mes plantes fétiches. Je trouve que déjà, en fait, elle était là avant nous, les êtres humains. C'est sûrement là aussi après nous, qui sait. Et puis, ce que j'adore, c'est tous ces détails, tu vois, en fait. Et oui, la nature, pour moi, ça occupe une place presque principale. Hein. Aussi, on parlait de voyage tout à l'heure. C'est vraiment mon lieu où je me ressource, tu vois. Quand je fais des randonnées en pleine forêt, quand je suis en bord de mer, c'est tellement beau, quoi, quand tu vois parfois des aquarelles naturelles, c'est comme si c'était un Turner, quoi, et tu regardes le ciel et... Alors je vois qu'il y a des tableaux, tu fais également des vases, on voit à côté de toi des écharpes. Oui, des foulards en que tu peux nous en dire un peu plus? Avec choix, oui, bien sûr. En fait, un jour, il y avait une de mes clientes qui me disait « Oh là là, j'aime tellement ce que tu fais, Ania, j'ai envie de m'entourer avec, carrément, en fait. » Et ça m'a touchée. Et de là, et vraiment née cette idée de faire des vêtements, tu vois. Et comme j'adore la soie, je trouve que la soie, c'est franchement hyper agréable à porter. Ça te tient chaud en hiver, ça te rafraîchit en été. Je me suis en fait inspirée de A à Z avec mes foulards de Hermès. C'est la même tuile de soie qu'ils utilisent. Et j'en fais plein, tu vois. Et en fait, j'ai aussi différents matériaux. Là, c'est coton soie. C'est hyper agréable aussi. Ça a un côté légèrement transparent. Et tout est rouloté main, comme chez Hermès et tous les grands créateurs, en fait. C'est rouloté main. Et ça fait que quand ça tombe sur la peau, ça a quelque chose un peu d'organique, en fait. Et maintenant, je me suis lancée aussi à faire des vêtements comme le haut que je porte, que je fais avec une couturière, Françoise, qui a Agnières-sur-Seine et qui est super. Donc, en fait, on travaille maintenant ensemble. J'ai aussi une autre couturière, Marie-Ange, qui m'a fait des magnifiques robes et qui, elle est à Clichy. Donc, c'est vrai que je suis vraiment très reconnaissante d'avoir rencontré ces couturières.
Et maintenant, ce que je propose aussi aux personnes qui ont envie, ils peuvent se faire une de mes créations. Je les accompagne de A à Z, j'ai la couturière, tout ça. Et en édition limitée. Et c'est vrai que pour moi, j'avoue que c'est un vrai bonheur aussi de voir des femmes notamment, mais aussi des hommes. Hein. Il y a aussi des hommes qui portent mes foulards. Des personnes porter mes créations et je trouve ça génial quand je vois comment ça les embellit ou de voir que vraiment ça va super bien avec eux. Ça, c'est franchement un vrai plaisir, surtout de travailler avec la soie, quoi. Une dernière question. Oui, je sais que tu es très prolifique également sur les réseaux sociaux. Oui. Tu as une newsletter. On te retrouve également sur Instagram. Je mettrai tous les liens, bien évidemment, en description. Tu as également une chaîne YouTube. Je voudrais poser une question par rapport à l'écrit, parce que dans ces lettres que tu nous envoies tous les 15 jours à peu près, est-ce que c'est important pour toi aussi de poser tes réflexions, de les partager à tes abonnés? Ah oui, je suis vraiment beaucoup dans le partage et ça me fait extrêmement plaisir aussi d'avoir des réactions quand quelqu'un me répond, pas aussi à mes vidéos sur YouTube, tu vois, ou les newsletters que j'envoie. Moi, ça me nourrit totalement. Je suis très contente d'avoir des retours. Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette newsletter, justement, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés et ils ont tort? Qu'est-ce qu'on va y retrouver si on s'abonne à ta newsletter? Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je parle toujours de mes inspirations, des rencontres importantes que j'ai faites, de tout ce qui nourrit mon art. Et j'annonce aussi souvent en avant-première les nouvelles séries. On a déjà un petit aperçu. Et puis, je fais souvent aussi des jeux gagnants. Là, récemment encore, j'en ai fait un. Donc, on peut souvent gagner des petits tableaux, des foulards. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et puis j'informe bien sûr sur mes expos qui vont venir. Prochainement d'ailleurs j'ai une expo à la médiathèque Gustave Eiffel à Levallois-Perret. C'est une super belle médiathèque en fait. Et je suis très très heureuse d'exposer là-bas. Donc voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver également? Tu as un site internet et tu es également présente sur les réseaux? Tout à fait. Donc j'ai mon site internet. Je suis sur... tout en fait sur Instagram, Facebook, même TikTok, LinkedIn. Est-ce que j'ai oublié un réseau social? Non, je crois que c'est tout. Et est-ce qu'on peut aussi inviter les gens à venir voir ton travail dans ton atelier? Oui, alors moi j'aime beaucoup aussi bien sûr montrer mon atelier. Ce que je fais en général, c'est qu'on a une fois par année, on a ici la journée des portes ouvertes des ateliers à Clichy. Et puis régulièrement, j'organise aussi des petites visites un peu groupées. Parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de faire tout le temps des visites ateliers comme ça individuelles. Mais pour quelqu'un, bien sûr, qui veut acquérir une œuvre, c'est normal qu'il peut venir. Bon, parce que je suis tellement prise que je dois un peu jongler avec le temps aussi. Mais régulièrement, je propose aussi des visites ateliers groupées. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, sur mon site, d'ailleurs, vous pouvez écrire dans Contact, m'écrivez un petit mail, ça me fait très plaisir. Merci Ania. On mettra tous les liens, bien évidemment, en description de cette vidéo ou de ce podcast, indépendamment de l'endroit où vous nous écoutez. Merci de ton temps, merci d'avoir été la première invitée de Muséart et bonne continuation. Merci Jason, franchement j'étais heureuse, je pourrais continuer des heures ici avec toi, j'ai trouvé tes questions passionnantes, vraiment, et vraiment j'aime beaucoup ton projet, je trouve ça magnifique. D'ailleurs j'ai évidemment téléchargé l'application Muséart et tout ce que tu publies aussi dans tes newsletters, Noctambule, je trouve que c'est des questions passionnantes et ça m'a déjà pas mal fait réfléchir aussi. Et je suis franchement honorée d'être la première invitée. Merci Ania.
vous êtes un artiste amateur ou professionnel et que vous souhaitez être le prochain invité de l'interview culture de Muséart, écrivez-nous à jason@museart.fr ou appelez-nous directement au 01 83 64 09 18. Muséart, Le média social dédié à la culture.